Éric Guéret, réalisateur du film. Bonsoir, merci d'être là. Et qui est avec nous, on a du temps tranquille. Tiens, je tiens à saluer la présence de Claude qui est tout là-haut. Bonjour Claude, rebonjour Claude, qui était le projectionniste de Abel Gance, qui était et qui est là tous les jours au festival. Hein? Moi déjà, Éric, une question. Et maintenant, où est-ce qu'ils en sont? Maintenant, ils vont bien. On peut enlever les masques parce que les gens vous entendront mieux. Nous, on a le droit. On a le droit d'enlever les masques et de se servir un verre d'eau. Parce qu'on est loin l'un de l'autre. Écoutez, je suis en train de faire, comme le film sort dans 15 jours, pour le coup, on est en train de faire une tournée d'avant-première un peu dans toute la France. Donc, je les vois pas mal. Et ils vont très bien. Un petit peu après cette fin, il y a encore eu une autre fin, puisque de nouveau, British Steel a eu des soucis. Alors, je vous passe les détails, mais en fait, il dépendait de la maison mère de British Steel, donc ça ne les a pas impactés directement, même s'ils ont eu assez peur. Mais entre-temps, ils ont été repris donc, au mois d'août dernier par un autre géant qui s'appelle Liberty Steel. Et ce qui est super, c'est que Liberty Steel a aussi repris une autre usine, qui est l'usine d'Hayange, qui fabrique les rails de chemin de fer pour les TGV. Et donc, ils ont créé un pôle européen entre Hayange et Ascoval pour fabriquer. Donc, Ascoval va fournir, pour une partie de ses commandes, un tiers de ses commandes, va fournir l'usine pour les rails. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, ils continuent à développer un carnet de commandes. Ils ont fait une première mondiale, c'est-à-dire qu'ils ont modifié leur outil de travail, la coulée. Là, c'est un peu technique, mais ils sortaient des ronds que vous avez vus là, et maintenant ils peuvent aussi sortir des carrés et des rectangles. Ça ne se faisait pas du tout. Et ils sont capables de basculer de l'un à l'autre, donc ça leur a fait une gamme de produits encore beaucoup plus large. Et donc, on peut dire qu'ils vont mieux que jamais, enfin en tout cas que depuis 5 ans. Moi, c'est une chose qui m'a épatée en voyant le film, c'est à quel point vous montrez, le film le montre merveilleusement bien. Donc, l'industrie lourde, peut-être, propre, efficace, extrêmement efficace, enfin efficiente, hein. Très moderne, en bon état, en vraiment bon état. En tout cas, c'est ce qu'on ressent très fort. Bah oui, c'est pour ça que c'était vraiment étrange que cette usine puisse fermer. C'était illogique. C'est pour ça aussi que tout le monde s'est battu pour que ça ne ferme pas. C'est que Vallourec avait investi beaucoup dans cette usine. Elle était vraiment elle est en très bon état. Ils ont un savoir-faire qui est à la pointe. Il faut quand même savoir que depuis, Vallourec continue à leur acheter de l'acier. Parce que ce que dit Cédric Orban, les clients de Vallourec sont mécontents de l'acier qui vient d'Allemagne et ils continuent à le prendre chez Ascoval. Donc ils sont quand même meilleurs que les Allemands et compétitifs par rapport aux Allemands sur le plan de l'acier. Des aciers très pointus, donc c'est pas rien. C'est un joli clin d'œil. Et puis, c'est vrai que le confinement nous a un peu sensibilisés au fait qu'il y a une partie de nos secteurs stratégiques qui a été délocalisée. On a parlé du Doliprane, des masques, tout un tas de secteurs, mais l'acier aussi, c'est un secteur stratégique. Et je pense qu'on serait un peu triste aujourd'hui d'avoir laissé partir ce savoir-faire, parce qu'au-delà des emplois, c'est aussi un savoir-faire qui part, et une fois qu'il est parti, il ne revient pas. C'est très très long d'apprendre à faire de l'acier aussi technique, c'est très très long. Et voilà, on peut être content de les avoir gardés. Et je pense que c'est un joli symbole en ce moment d'avoir su conserver ça. Je pense qu'il faudra vraiment que tous nos secteurs stratégiques restent en France. La France peut et doit redevenir une grande nation industrielle. Elle peut l'être. Et moi, j'ai trouvé que votre film nous démontrait vraiment la noblesse de ce métier, enfin de la sidérurgie, hein, dont je n'avais pas, moi, la moindre idée. Et j'ai beaucoup aimé quand il parle de dompter. On dompte l'acier. Au début, il dit on dompte l'acier, heureusement, parce que si c'était lui qui nous domptait, on serait mal. Mesdames et messieurs, la parole est à vous quand vous voulez. Nous n'avons pas de micro à vous faire passer pour des raisons sanitaires.
Donc vous posez votre question le plus fort possible et je dois la répéter au micro. Excusez-moi, je vais devoir répéter ce que vous aurez dit pour l'enregistrement. Donc, bravo pour le film, belle aventure. Et comment est venue l'idée du film et comment est-ce que vous avez pu obtenir l'accord de toutes les différentes parties pour pouvoir faire le film? Ça ne doit pas être simple. Je ne vous ai pas trahi? C'est ça. En fait, un film comme ça, on ne peut pas l'écrire avant. On ne sait pas. Par définition, je pensais passer un peu moins de temps. Au départ, je cherchais à faire un film sur un plan social. Et mon idée était autre. Je voulais suivre des personnes qui perdaient leur travail dans une région désindustrialisée et montrer comment on subit, comment on survit la première année quand on a perdu son emploi, qu'on a 50 ans et qu'on habite dans des régions comme celle des Hauts-de-France. Et donc, j'ai cherché pendant quelques mois des plans sociaux. C'était une époque fin 2017 où il n'y en avait pas tant que ça. Et puis j'ai entendu dans la nuit, le soir aux infos, que l'histoire d'Ascoval, qu'ils allaient fermer et que les salariés allaient manifester le lendemain matin. Donc j'ai pris ma voiture dans la nuit. Je suis allé à Valenciennes, je suis arrivé à l'aube et j'étais avec eux quand ils ont commencé à allumer les premiers pneus sur les carrefours pour alerter les... Voilà, dans un geste un peu désespéré, parce que faire brûler des pneus au carrefour, c'était avant les Gilets jaunes. C'était quand même pas un acte de rébellion terrible. Et donc j'ai passé une semaine avec eux en essayant de les rencontrer au plus vite parce que je savais qu'après ils étaient dehors. Et donc il fallait que je trouve tout de suite les personnes que j'allais suivre pendant l'année où ils auraient perdu leur travail. Donc c'était un projet un peu plus pessimiste que celui-ci. Et puis il se trouve qu'il y a eu une réunion miraculeuse à Bercy dans laquelle il y a eu un accord entre les différentes parties et Ascoval a eu 1 an de sursis pour trouver un repreneur. En fait, c'est là où le film commence. Et pour le coup, mon film sur le plan social s'arrêtait. Donc voilà. Je suis rentré chez moi, un peu penaud, en me disant bon, je vais repartir en chercher un autre. Et puis, on a réfléchi. Et c'est vrai qu'avec mon assistante, on s'est dit c'est quand même dommage parce que c'est super. On avait déjà appris un peu à les aimer. C'est des personnages extrêmement attachants. Et on a appelé l'usine et on a demandé un rendez-vous avec Cédric Orban, qu'on ne connaissait pas. Le directeur. Le directeur. Et il nous a reçus, on est allé à Valenciennes, et je lui ai dit, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je lui ai dit, mais monsieur le président, ce serait quand même formidable si on pouvait filmer cette année de sursis, la bataille que vous allez mener, etc., etc. Et il m'a dit oui. Alors j'ai été hyper surpris. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me dites oui? Et il m'a dit, écoutez, je ne vous connais pas, je n'ai même pas regardé Google, mais le connaissant aujourd'hui, je sais que c'est vrai. Il me dit, mais en fait, si ça fonctionne, vous aurez montré comment on est arrivé à sauver cette usine. Et je pense qu'il y croyait tellement qu'il avait absolument rien à cacher. Il était même plutôt content de le partager. Et il m'a dit, si ça fonctionne pas, ça leur fera un magnifique souvenir parce qu'ils le méritent. Et donc le lendemain, je suis arrivé avec ma caméra à l'heure de l'embauche. Et ils m'ont fait une formation de sécurité, ils m'ont donné un habit et j'ai été lâché quelques temps après, libre dans l'usine, sans contrôle, sans rien. Seule caméra à l'épaule ou il y avait quelqu'un? Non, tout seul. Et le tout son seul. aussi? Oui, tout seul, je travaille toujours tout seul. Parce que je passe tellement de temps à filmer, et enfin, bon, pour plein de raisons. Je pourrais vous expliquer s'il y a une question des gens que ça intéresse, mais je travaille tout seul. C'est plus facile, plus fluide. Alors je perds des choses techniquement, mais en même temps, bon, c'est mon travail déjà, donc je le fais. Et puis je suis extrêmement léger. La plupart des choses sont faites à l'épaule, effectivement. Et puis ça me permet d'être très proche des gens, en fait. Et ça se sent dans le film, il y a des moments où il s'adresse à vous, on a entendu Eric, comme Ouais. vous êtes dedans, vous faites partie du Ouais. truc, hein, vous êtes vraiment intégré de façon organique, j'ai Ouais. eu l'impression, moi. Oui, ça c'est la forme que moi je pratique. Il y a plein de formes de cinéma documentaire. Il y en a qui vont dire
comme Frédéric Wiseman, par exemple, qui est un grand documentariste. Il dit surtout, vous ne me regardez pas, j'existe pas, je ne suis pas dans la pièce. Voilà, voilà. Moi, je fais exactement le contraire. Je dis, j'existe, je mesure 1m87, j'ai une grosse caméra, parce que je n'ai pas une petite caméra. Je suis là tout le temps, donc vous pouvez me parler, vous pouvez me pousser, vous pouvez me dire arrête. Enfin, voilà, je fais partie de l'histoire. Et puis, ça fait toujours pareil. En fait, en étant au milieu, eh ben, on disparaît. On disparaît, moi, je trouve, plus qu'en étant caché. Et ils me considèrent finalement comme un des leurs. Et donc, effectivement, la caméra se retrouve, enfin, je me retrouve à avoir quasiment le statut d'un employé. Ce qui fait que finalement, ce qui est filmé, c'est beaucoup la relation avec les gens. Plus que les gens. Notre relation apparaît vraiment dans le dispositif, quoi. Merci pour ce film. Quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu l'affiche telle qu'on la voit là, je pensais que c'était un film très tourné vers les ouvriers. Or, finalement, c'est plutôt une question politico-industrielle. Et donc, pourquoi ne pas avoir montré s'il y a eu au sein des ouvriers des changements, des revirements, etc. Est-ce que oui, je vous ai pas trahi, c'est bon? J'arrive pas à le voir comme vous. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de séquences avec des ouvriers qui discutent, avec des questionnements. Autour des 35 heures, il y a quand même beaucoup de séquences où ils s'interrogent. Sur le fait de signer l'accord, il y a beaucoup de séquences où ils s'interrogent. Le moment où ils arrêtent le four, enfin, tous ces moments, je les ai quand même beaucoup vécus avec eux. Alors c'est vrai qu'il y a une partie du film qui raconte aussi un peu l'intrigue politique et financière et de la haute administration qu'il y a eu à Bercy, mais je la filme vraiment du point de vue des ouvriers. Pour le coup, je ne suis pas, à part pour aller parler à Xavier Bertrand, je ne suis pas sorti de la relation avec les ouvriers ou avec le directeur. Donc, moi, je trouve que ça reste vraiment de leur point de vue. Après, c'est sûr que j'ai aussi beaucoup d'autres séquences que j'ai filmé, de questionnement syndical, de questionnement sur le positionnement à avoir dans le combat, ceux qui veulent lâcher, ceux qui ne veulent pas lâcher. Mais le film, il fait déjà 1h40, quasiment. C'est compliqué de tout mettre. Donc voilà, il y a toujours une forme d'arbitraire dans ce qu'on choisit de montrer. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir voulu ne pas montrer quelque chose. Mais j'ai même d'ailleurs le sentiment que le doute y est beaucoup. C'est vrai que dans la tournée que je fais en ce moment, entre autres, j'ai fait toute une tournée dans le Nord et puis j'étais hier soir à l'étang de Berre, Fos-sur-Mer et puis à Berre-l'Étang, donc avec des salariés de l'industrie et des syndicalistes. C'est vrai qu'ils soulignent tous le fait qu'on se rend bien compte de ce que c'est que d'être un délégué syndical dans une usine et justement du poids qui pèse sur l'épaule du délégué. Dans ces moments de doute auxquels vous faites référence, dans ces questionnements, est-ce qu'on est sur le bon choix? Quand on sort d'une réunion, on a tous les copains qui nous attendent et qui nous disent alors qu'est-ce que tu as lâché? On est toujours un peu... voilà, il y a un peu de suspicion sur le fait qu'on les ait bien défendus ou pas. Donc bon, moi j'ai l'impression que ça y est. À vous entendre, j'ai envie de retourner en mettre plus. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de volonté de ne pas en mettre, de pas mettre certaines choses. Peut-être vous avez une question plus précise, mais j'ai...
Ouais, ça y Je est. m'attendais à voir un peu plus ce qui se passait Bon, parmi désolé de les vous ouvriers frustrer. dans les groupes. Il y avait une autre main devant vous. Voilà, monsieur. Après là-bas. Ouais. Ah, non, 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 non. Hier, j'ai vu rouge. J'ai pas vu rouge, donc peut-être. Hier, j'ai vu rouge et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau des délégués syndicaux. Moi, Caroline Guiletti, je suis d'accord avec monsieur. D'ailleurs, hier soir, pendant le débat sur rouge, j'ai mentionné le feu sacré D'accord. en disant que moi aussi, je sentais une certaine... alors, ce n'est pas la même chose. Lui, c'est plus les lanceurs d'alerte. Hein. Mais quand même, ça se passe aussi dans la sidérurgie, etc. Allez-y. Votre film est monté plus comme un film que comme un doc. Est-ce que vous avez eu de la censure de la part des personnages ou est-ce que vous étiez complètement libre de faire ce que vous vouliez? Alors, sur le montage, je construis toujours mes films comme ça. En fait, en général, je suis en immersion assez longtemps des personnes ou des aventures. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce type de montage et de narration. Je construis les documentaires comme on construit des fictions, c'est-à-dire avec une intrigue principale, qui est la question qu'on pose tout le long du film. Cette intrigue principale, elle fonctionne avec des intrigues secondaires, donc des sous-questions qui sont autant de pas en avant et qui s'enchaînent avec des personnages principaux, des personnages secondaires. Donc je le construis de la même manière et je le construis au tournage. C'est-à-dire quand je tourne, j'essaye déjà de savoir la place que chacun pourra prendre. C'est quelque chose que je construis au fil du tournage. Sur la censure, j'en ai eu aucune. Déjà, j'ai pas du tout été contrôlé par la direction. J'ai pas du tout, au niveau des syndicats, ils m'ont laissé tourner les choses sans problème. Alors, moi, j'ai un fonctionnement aussi un peu particulier, c'est que je dis toujours aux gens que je filme que je fais pas le film sur eux, mais je le fais le film avec eux. Et donc, j'ai besoin de leur expertise et de leur collaboration. Et je leur dis aussi, laissez-moi tourner les choses. Et s'il y a un truc qui va pas, dites-le moi tout de suite et je le mettrai pas. C'est-à-dire que je laisse à chacun quand même la liberté de sa parole. C'est pas parce qu'on nous donne le droit de tourner que c'est un chèque en blanc et qu'après on fait ce qu'on veut. Et le fait de faire ça, ça fait que les gens se sentent beaucoup plus libres. Et donc j'ai très peu de problèmes, mais c'est vrai que, enfin, ou de refus. Et voilà, quand il y a une réunion, s'il y a un truc, quelqu'un qui a eu un comportement, qui a dit quelque chose qui veut pas que ça y soit, en général, il vient me voir tout de suite et me dit, écoute Eric, ça... Bon, on en discute, parfois j'arrive à le convaincre de le garder, parfois pas, et je le respecte parce que c'est l'accord qu'on a passé. Mais c'est pas de la censure, c'est que chacun doit rester libre de son image et de la gestion de sa parole, quoi. Ça, c'est hyper important. Alors moi, je trouve que c'est hyper important. Je vous ai vu, monsieur, mais avant, du coup, je vous pose la question, vous avez déjà tourné beaucoup d'autres choses, dont des fictions? J'ai pas tourné de fiction du tout. J'ai pas très envie, d'ailleurs, de travailler avec des comédiens. Je préfère aller vivre avec les gens. Donc, non, je fais plutôt du documentaire en immersion. Je fais pas de fiction du tout. Et là, vous avez un personnage, je tire de ce fil-là, vous avez un personnage hallucinant dans ce film, c'est le directeur. Hallucinant, ça existe. Ça existe. Incroyable. Ouais. C'est un directeur qui est resté à l'époque du capitalisme et qui n'a pas basculé dans la finance. C'est-à-dire qu'il travaille pour l'emploi et pas pour les actionnaires, ce qui est légèrement différent. Et donc, quand on lui demande de commencer par faire un plan social de 80 personnes, il refuse et il dit « j'ai besoin de tout le monde ». Donc, effectivement, ça fait quelqu'un d'un peu atypique, mais qui, pour le coup, devrait être, à mon avis, ce que doit être un directeur. Quoi. Ouais, un prototype. Et ce que doit être un directeur, pardon. Monsieur ? Donc, je m'interroge sur les choix. On entend parler des enfants, vous travaillez pour vos enfants, vous faites ça pour vos enfants. On sent les femmes qui sont derrière ou les familles qui sont derrière. Et pourtant, on ne les voit jamais. Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que c'est de la pudeur? Je m'interroge. Ça, c'est un vrai choix. Pour le coup, c'est une question que je me suis posée dès le départ.
Est-ce que je reste dans le périmètre de l'usine ou est-ce que je sors de l'usine pour aller chez les gens? Et en fait, très rapidement, je me suis dit que c'était trop vaste. Il y avait déjà 250-300 personnes dans l'usine. Je ne savais pas forcément quelles allaient être les personnes qui allaient tenir la longueur. Et si je devais, déjà, j'y étais beaucoup. J'y suis allé 70 fois hein, dans l'usine. Hein. J'ai fait des jours, des nuits. J'ai dormi dans ma voiture parfois entre le quart de jour et le quart de nuit, 2 heures avant d'y retourner. Enfin, c'est un boulot acharné quand même d'y être tout le temps. Si j'avais dû sortir de l'usine pour aller chez chacun. Et puis je trouve qu'on le sent. C'est vrai que dès qu'on s'est retrouvés au rond-point, on voit un peu les femmes et il leur fait un bisou. Je l'ai mis un peu comme ça, des petites touches. Et ils en parlent. Ils en parlent dès le départ en disant j'osais pas regarder mes enfants dans les yeux. Donc on sent tout le poids de la famille, je pense, tout le poids de la responsabilité de ce qu'il appelle le chef de famille. Voilà, moi j'ai pas senti. Enfin, j'ai fait le choix de pas sortir. Mais je pense que j'aurais pas pu tout gérer en fait. C'était plus le film que j'avais imaginé sur le plan social, où là, j'allais carrément chez les gens. Et pour le coup, puisqu'on est resté sur l'usine, j'ai choisi d'être complètement dedans, quoi. Pardon ? Ouais. Oui. Après, on peut faire des films plus longs, mais là, on n'a pas de limite de durée. Mais c'est déjà bien de. Enfin. Et puis, je pense que quand on balaye tout ce qui est dit déjà dans ce film-là, c'est déjà tellement vaste que faut pas faire plusieurs films dans le film. Je crois que ça fonctionne pas très bien en fait en général. C'est des erreurs que j'ai déjà faites et je les fais moins. C'était mon sentiment. Il est déjà dense. Hein, c'est un film. Il est plein, vraiment plein. Petite question, tout à fait un peu sur le côté comme ça. Du coup. Vous êtes tout seul, caméra, un film pas cher. Un film vraiment gratuit. Excusez-moi, je pose la question. Le cinéma, ça coûte très cher. Non, ça coûte pas très cher. Non. Un film au cinéma, c'est un des écueils, c'est que c'est difficile pas au le documentaire. Financier. Pas le mais documentaire. Ça, non. Les films en immersion, enfin moi, je fais pas des films très chers. C'est vrai. J'ai fait un film, là, depuis j'en ai fait un autre. J'ai passé tout le confinement dans un EHPAD. Bah, c'est moi, sur ma moto, avec ma caméra, c'est pas cher. Donc je fais non, c'est sûr. Puis moi, au début, j'essayais de voyager un peu. Quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc d'exotisme où il faut aller faire des films en Afrique pour l'impression de faire des films. Je fais plus du tout ça, donc maintenant je filme vraiment au bout de ma rue. Voilà, dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise, dans ma proximité, quoi. J'agis sur ma proximité. Si je vous ai posé la question, c'est parce que ça correspond à plein de choses qu'on a vues et entendues dans plusieurs de nos films, enfin des films qu'on a présentés. C'est que finalement, non, c'est pas forcément cher de faire du cinéma et de faire des beaux films. On a des tas d'a priori comme ça. Telle chose, c'est impossible parce que ça coûte cher ou telle chose. Eh ben non. Donc, non, le film le plus cher que j'ai fait, c'était un film sur les déchets nucléaires. On a fait le tour du monde des poubelles nucléaires. C'est un film, on a passé 6 mois en tournage à 2, en allant 2 fois en Russie, 3 fois aux États-Unis, partout. C'est un film qui a coûté 650 000 €. Donc moi, vous me donnez 700 000 €, je fais un grand film, enfin un long film. Génial. Par rapport au cinéma, c'est sûr que c'est peanuts, quoi. Oui, un budget de cinéma, c'est pas 600 000 €. Hein. Non, c'est pas 600 000 €. Un budget de documentaire, ça peut l'être. Après, tout dépend de ce qu'on fait dans le documentaire. Les films sont plus chers, mais moi, j'ai ce truc de tourner seul. Donc, voilà. Oui, monsieur. Bonjour. Félicitations pour votre film. Je voulais savoir si vous l'avez montré aux salariés d'Ascoval et quel était leur sentiment. Alors, on a fait une avant-première, une grande avant-première à Valenciennes, parce que le film devait sortir en avril, juste avant le confinement, donc vers le mi-mars, enfin le 10 mars. Et il y a 150 personnes de l'usine qui sont venues. Enfin, sont venus ceux qui avaient envie. Et j'ai senti une grande fierté quand même. Voilà. Déjà,
le plus important pour moi, c'est que personne ne m'a dit qu'il ne se reconnaissait pas dans le combat et dans le film, dans ce que ça racontait. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, ouais, je crois qu'ils sont fiers. Ils se disent, en revoyant tout ça, parce qu'on oublie au fur et à mesure. Hein. Dans les combats, on oublie le début, on oublie c'est comme dans les histoires de couple. Enfin bon, on garde la fin, quoi. Et puis quand on se refait toute l'histoire, on dit ah ouais, quand même, on a été capable de ça. Et je les ai sentis assez fiers. Et puis bon là, Nassim, quand il s'est vu, c'est lui, il m'a engueulé un peu. Il me dit Eric, tu filmes gros plan quand même, ma tête comme ça sur cet écran là. Donc, bah, je dis ouais, mais bon, quand même, c'est trop près. Tu peux pas reculer un peu. Je dis ça, c'est un peu tard maintenant, Nassim. Mais non, ils étaient très fiers. Il y a une fierté. Ils sont d'une grande pudeur et je pense qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font en fait. Oui, mais ça se voit vraiment dans le film et vous les présentez vraiment comme des espèces de chevaliers, enfin je veux dire dans toute la noblesse de leur tâche, de leur mission. Ils ont une mission. Ce sont des gens qui portent une mission. Ouais, mais ils sont dans leur passion. C'est vrai que moi j'avais déjà filmé le syndicalisme pas mal, mais le monde ouvrier à ce point-là, enfin c'est pas que ouvrier d'ailleurs, hein, mais j'étais jamais rentré aussi près, aussi longtemps pour partager la vie des gens. Et j'avais cette vision un peu absurde qui me paraît idiote aujourd'hui. On va à l'usine à reculons, faire un métier pénible. On n'attend qu'une chose, c'est d'en être sorti et le week-end. Et la première chose que j'ai rencontrée, c'est des gens qui fondaient en larmes, c'est des gaillards de 120 kilos qui fondaient en larmes à l'idée de perdre leur boulot et qui m'ont tout de suite expliqué que ce n'était pas un boulot qu'ils avaient, c'était un métier. Et un métier, c'est une identité, c'est beaucoup plus. C'est une histoire familiale. On rentrait dans ces lieux-là de père en fils. Il y avait des traditions familiales. Voilà, c'est une grande partie de leur identité. Assiériste, c'est pas menuisier, c'est pas carreleur, c'est d'autres identités. Chaque métier, là, on touche vraiment du doigt ce que le métier apporte, voilà, en quoi il constitue la personne. Et ça l'exprime très très bien en fait. Ça me fait venir à l'esprit cette image de lui en train de dire je suis allé au Forum de l'Emploi et les autres boulots, préparateur de commandes. Et effectivement, à ce stade du film, on se dit mais comment ce mec pourrait-il devenir préparateur de commandes après avoir maîtrisé dompter l'acier, justement, dompter le feu. Bah oui, mais on a un président qui nous expliquait encore au début de son mandat qu'avec des plateformes Amazon, on pourrait transvaser les emplois. Sauf que assiériste, c'est pas préparer des commandes chez Amazon. C'est que en fait, les boulots se valent pas et les métiers ne se valent pas en fait. Et puis au-delà de ça, il y a un savoir-faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très important. Et quand on perd un assiériste, avant de le reformer, qu'il soit de nouveau qualifié, c'est compliqué. Quelqu'un comme Nassim, Cédric Orban expliquait, Nassim qui est aux couleurs, là, enfin, qui s'occupe des grosses poches. Il faut 6 mois en poste pour savoir faire son travail correctement. Pendant 6 mois, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas laisser seul. Avant que la personne soit autonome sur son poste de travail. Vous vous rendez compte le niveau de qualification qu'il faut? Ça ne s'apprend pas. C'est des métiers qui se sentent. Le four, ça se pilote avec un petit joystick comme ça, et vous basculez une poche de 1000 tonnes d'acier comme ça pour la remuer, etc. Voilà, ça s'apprend sur place. Oui. Ce film devrait être vu par le plus grand nombre. Où est-ce qu'il va être diffusé? Parce qu'en général, ce genre de documentaire, à part dans les festivals, on ne les voit pas beaucoup. Il sort au cinéma le 21 octobre. Donc, c'est une sortie nationale. Je ne sais pas encore exactement combien de salles, combien de copies, mais donc déjà, il va être programmé. En ce qui concerne Paris, il va être au MK2 Beaubourg et à l'Espace Saint-Michel. Et puis ensuite, dans le Nord, je vais faire une tournée en Bretagne. Enfin voilà, donc il y a d'abord une sortie normale. Et puis ensuite, c'est des films qui fonctionnent beaucoup
en projection débat. Il faut que les associations s'en emparent. Donc là, on a pas mal de partenariats sur la sortie du film avec la Ligue des droits de l'homme, avec Politis, les Amis du monde diplomatique, Solidaire, Attaque. Voilà. Et donc voilà, il va vivre. Il va vivre. Et ensuite, une fois qu'on a épuisé la chronologie des médias, les délais de sortie cinéma, il passe à la télé dans le meilleur des cas. Donc voilà, il y a quand même moyen qu'il soit vu. Surtout que c'est un film qui apporte beaucoup de possibilités de débat, donc chacun peut s'en emparer. Il y a une dimension qui est très importante, par exemple, que je n'avais pas vue moi-même au départ, c'est la dimension écologique du film. Très important, oui. Et en fait, je me rends compte qu'on est de plus en plus demandé dans les festivals écolos, parce que Ascoval, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais c'est pour moi le prototype de ce que doit être l'industrie française demain, si on veut arrêter d'aller faire loin des yeux, loin du cœur, salement ailleurs, ce qu'on ne veut pas faire chez nous. C'est un four électrique qui consomme 10 fois moins de gaz à effet de serre, qui émet 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'une aciérie équivalente que Vallourec a fait au Brésil. Enfin, équivalente. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes techniques, mais voilà, donc ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, que c'est l'économie circulaire. Ils arrivent à faire des aciers hyper précieux à partir de carcasses, de rebuts de l'industrie, c'est-à-dire que c'est du recyclage, c'est du circuit court. Donc voilà, ils sont propres écologiquement et socialement, et donc c'est un formidable exemple de ce que pourrait être l'industrie en France. Voilà. Vous avez reprononcé le mot qui est presque un gros mot aujourd'hui. Allez, on y va. La politique. Vous n'avez pas eu de problème, vous n'allez pas avoir de problème, parce que quand même, votre film dit quand même très très clairement des choses qui ne sont pas agréables pour le monde politique. Ouais, c'est Xavier Bertrand qui l'a dit. Pas seulement, pas seulement. Non, pas seulement, mais... L'histoire raconte quand même... Oui. Je dirais, l'histoire révèle, à côté de ces histoires politico-financières que tout le monde soupçonne, mais enfin là, on les voit, c'est déroulé très très clairement. Oui. Est-ce que ça vous a valu des ennuis? Est-ce que ça... Pas non, encore. Vous n'avez pas peur? Non, même pas peur. Encore, non, mais j'ai mes comptes en ordre. Je dis toujours, j'attends mon contrôle fiscal. Bon, mes comptes sont en ordre. Non, mais je veux dire, je peux pas avoir peur. D'ailleurs, j'ai pas à avoir peur puisque c'est factuel. Oui. Ce qui est dit, c'est factuel. Je suis allé interroger Xavier Bertrand parce que je me suis dit, déjà parce qu'il m'a proposé de le faire. Enfin, il m'a pas proposé à moi de le faire, mais il a proposé à la presse de le faire. On était une fois à la sortie de Bercy. Et les acolytes dont on parle dans le film avaient encore fait des leurs. Et Xavier Bertrand était absolument excédé parce qu'il a été très 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 proche de ce dossier. Et il a dit comme ça, un petit peu à qui voulait l'entendre, que le jour où tout sera terminé, il révélera ce qui s'est réellement passé dans les couloirs de Bercy. Il était vraiment furieux. Et je suis allé le voir. J'ai dit, Monsieur Bertrand, moi j'ai le temps. Je fais un documentaire. Quand est-ce qu'on se revoit le jour où ce sera fini pour que vous me racontiez ce qui s'est vraiment passé? Il a instantanément fait le contact avec son attaché de presse qui était là. Et donc on s'est vu après et il a prononcé les paroles que je trouve assez incroyables. Il a joué le jeu sans ambiguïté. C'était il y a déjà quelques temps, donc on n'était pas encore en campagne. Mais c'était très important qu'il le fasse à mes yeux parce que si je laisse Nassim et Olivier dire ça, c'est pas la même chose. C'est théorie du complot. On est dans la théorie du complot. Si c'est Xavier Bertrand qui exprime qu'il a aussi pratiqué ça à d'autres moments, et que c'est comme ça que ça marche, et que c'est comme ça que ça marche parfois, mais c'est pas comme ça que ça doit marcher. Oui, mais c'est aujourd'hui comme ça que ça marche. Bah, j'espère pas partout. En tout cas, là, c'est comme ça que ça avait fonctionné. Donc, c'est vrai que c'était très important qu'ils le disent. Alors, moi, j'avais fait un film sur la finance, une enquête sur la finance à l'époque de Hollande. Et c'est vrai que j'avais passé beaucoup de temps à enquêter sur le fonctionnement de l'administration.
Et le film que j'ai fait est finalement moins éloquent que ça, où il suffit d'un exemple, mais un exemple qui est tellement précis et tellement parlant. On a un ministre qui s'engage publiquement et a priori, sans que le ministre même en ait totale connaissance, son administration qui déboulonne le dossier derrière. Donc bon, c'est... Bon, après, Xavier Bertrand, je ne vais pas redire ce qu'il a dit, c'est très clair et très précis très clair, finalement oui. Sur ce que c'est que le lobbying et les méfaits que ça peut avoir. Je continue. J'ose vous poser la question, est-ce que vous savez pourquoi Vallourec voulait démolir Ascoval? Est-ce que quelqu'un le sait? Il y a plein de réponses. Non, mais oui, non, mais il y a plusieurs réponses. Moi, j'ai la mienne. Cédric Orban dit on est des concurrents. Première réponse. Je vous cite qui dit quoi? Parce que, voilà, concurrents et clients et actionnaires. Cédric Orban dit aussi que quand il a récupéré la Syrie, la tonne d'acier coûtait 430 €, 440 €. 7 mois plus tard, elle en coûtait plus que 250. Donc, il a dit, ils sont de très mauvais gestionnaires. Et ils n'ont pas tellement, quand on voit l'état de Vallourec aujourd'hui, d'ailleurs, c'est flagrant. Il y a un énorme problème de gestion dans ce groupe et ils ne savent pas faire de l'acier pas cher. Donc je pense qu'ils n'avaient pas tellement envie que ça se voit. Et moi, personnellement, mais tout ça ne sont que des suppositions, il faudrait demander à M. Crouzet, qui a quitté son poste depuis, mais moi, je pense que Vallourec veut absolument tout fermer en Europe, dans une logique de délocalisation jusqu'au boutiste. Et que dans cette logique-là, il ne faut pas qu'il y ait un village gaulois qui résiste, sinon c'est toute la Gaule qui peut se réveiller. Et qui en plus travaille mieux, moins cher et plus propre. C'est insupportable pour eux qu'il y en ait un qui résiste, parce que s'il y en a un qui résiste, quand ils vont vouloir faire tomber les autres, eh ben, ça va être plus compliqué. Je pense que ça va être plus compliqué. C'est de cet ordre-là. Moi, je pense, mais après, ça n'engage que moi. Il n'y a pas de réponse... Parce que pour moi, c'est une énigme. Enfin, ça restait une énigme, mais je comprends ce que vous dites. Merci, ça va mieux. Encore une question? Il nous reste un petit peu de temps. Monsieur, oui? Je trouve que le film montre que c'est vraiment un monde d'hommes et comment se fait-il? Enfin, je veux dire, c'est très très genré, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de femmes dans ce film. Quand moi je suis arrivé, il y avait 6 femmes sur 300. Infirmière. Ouais, mais il y a Nathalie qui parle là, qui est voilà, il y a administration quoi. Mais c'est vrai que en production, je pense que c'est un métier qui est très dur. C'est vrai que c'est pas un métier très féminin. Alors, ça pourrait l'être peut-être. Je sais que parmi les personnes que Cédric Orban va embaucher là, il a demandé à embaucher des femmes, entre autres dans des postes où c'est possible, c'est-à-dire sur les ponts, pour être pontier. Pontier, c'est vous êtes dans la grue et puis vous avez une poche de 900 tonnes d'acier liquide. Il faut la poser à 10 cm près, il ne faut pas se gourer, sinon ça se passe mal. Et voilà, il y a des postes où on peut féminiser, donc c'est sa volonté. Mais je pense que pour aller au contact du feu, habillé, bon, aujourd'hui c'est un métier masculin, c'est vrai. C'est genré, bon. Mais ils ont envie d'ouvrir ça, après, je le constate comme vous. Est-ce qu'il y a des candidates ? Je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas encore lancé l'ouverture des postes, mais je pense que oui. Oui, je pense que oui. Après, il a dit l'autre jour, il n'y a pas un centime d'écart entre les salaires des hommes et des femmes chez Ascoval. Ça, au moins, ils sont alignés. Oui, ils ont l'air vraiment... C'est vraiment de la sidérurgie clean. Moderne. Clean. Là, vraiment... Merci beaucoup, il va falloir qu'on se quitte parce que nous avons un autre film à 17h30. Excellent film. Une fois que tu sais. Avez-vous entendu parler de ce film ?
qui fait un espèce de bilan, c'est un espèce de bilan de tout ce qui se passe, notamment beaucoup sur l'énergie avec Jean Covici. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Quelles sont les possibilités? Enfin, et une fois que en gros, une fois que tu sais, tu ne peux plus fermer les yeux. Une fois qu'on est au courant. 17h30, et donc on a toujours nos consignes. Nous devons vider la salle pendant une demi-heure. Éric Guéret, merci. Merci à vous. Pour et le puis, film. Merci d'avoir fait le film. Sérieusement, vraiment, vraiment. Ouais. Merci pour ce moment partagé. Et bonne route, bon vent. Merci. Et pour vous, pour le film, mais aussi pour eux. Oui, Hein, eux, ça va. Et merci de venir nous soutenir en salle à partir du 21. Et d'envoyer du monde. La première semaine, les 2 premières semaines, bon, si on tient 2 semaines, c'est vrai que c'est toujours... Le cinéma, c'est du rodéo. Hein. Vous savez quand vous montez, vous ne savez pas quand vous sautez. Donc, il faut y aller vite. Merci beaucoup.